Bonjour à tous. Donc, nous sommes ici réunis donc, sur le plateau TV emballage manutention pour parler de e-commerce et plus spécialement de machines de conditionnement pour ce secteur d'activité. Avec nous pour en parler donc Chantal Ledoux qui est PDG de la société Boa Concept, Julien Desplats donc qui est directeur de la logistique chez Oscaro.com, donc un utilisateur de ces machines dont on va parler. À ma gauche, j'ai donc Vincent Gouet, ingénieur commercial chez Savoie Legris Industrie. Et enfin, monsieur Christian Hainaut, qui est PDG de B+ Équipement, donc aussi un autre équipementier. Donc, 3 équipementiers et un utilisateur de ces machines. Alors, le e-commerce, c'est un secteur en très forte activité. 10% par an en moyenne depuis quelques années en France, avec des entreprises qui ont des pics jusqu'à 30-40% de croissance par an. Donc c'est très important. C'est un secteur qui concerne tous les pays et surtout tous les produits. C'est-à-dire qu'il y a des généralistes qui vendent du livre, qui vendent du frigo, donc des produits grands, petits, fragiles, des produits lourds, des produits moins lourds. Alors je partirai là-dessus et je pose la question donc à Monsieur Gouet, parce que vous êtes donc Savoie, vous êtes l'opérateur historique, on peut dire ça, sur ce marché, avec plus de 10 ans, et notamment des machines, notamment c'était la Givaro, je crois, une des premières machines qui permettait donc d'emballer. Donc, comment vous appréhendez cette problématique de diversité des produits, donc sachant qu'il faut faire avec une machine passer le plus grand nombre de produits. Comment, voilà, expliquez-nous déjà ce que vous faites, quelle est l'offre en machine et comment vous résolvez ce problème. Alors, merci. Bonjour à tous. Je vais effectivement dresser très rapidement quelques mots en fait la division Savoie. Donc la division Savoie qui est une des 3 divisions du groupe Legris Industrie. Division dédiée à la logistique, un peu plus de 600 personnes, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui porte aujourd'hui 4 marques. La marque A6 sur les systèmes d'information, la marque Prodex qui déploie en fait tout ce qui est meubles de picking pour la logistique. La marque Retrotech aux États-Unis qui est une ingénierie en fait dédiée à la logistique. Et enfin, Savoie, qui est l'ensemblier et intégrateur, fabricant et intégrateur en fait du matériel, des équipements pour la logistique. Donc effectivement, aujourd'hui, on adresse ce marché du e-commerce au travers de beaucoup de clients et on répond à cette problématique d'emballage. Effectivement, quand on arrive chez un client qui travaille au début manuellement, il travaille sur 7 à 9 tailles de cartons différents parce qu'il a effectivement des tout petits produits jusqu'à des très gros produits. La première démarche, c'est la rationalisation en fait, de ces emballages pour ramener ce nombre d'emballages autour de 4 à 5. Et on va ensuite cibler l'emballage, celui qui sort le plus de flux, celui qui va sortir 60-70% du flux, et on va le mécaniser au travers de machines, comme vous l'avez dit. On utilise beaucoup dans ce métier-là la machine Givaro, qui est une machine en fait, qui va découper à hauteur le carton pour n'envoyer que la valeur utile de ce carton et fermer avec une coiffe collée, donc sécuriser le carton d'expédition. D'accord. Monsieur Hainaut, donc à partir de combien de commandes par jour on peut commencer à automatiser? Vous êtes un constructeur de machines d'emballage pour ce secteur d'activité. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne et à partir de quand faut-il automatiser? Oui, tout à fait. Donc B+ Équipement est intervenant sur cette niche de marché qu'est la machine d'emballage dans la préparation de commandes de détail et notamment dans le e-commerce. On a aujourd'hui installé à peu près depuis une douzaine d'années 650 machines dans 18 pays sur les 5 continents, en tout cas les 4 continents sauf l'Afrique. On propose différentes sortes de produits. Par rapport à votre question sur le nombre de colis à partir duquel on peut automatiser, nous nous sommes concentrés au début de notre approche du marché sur des applications, on va dire quand même relativement haut volume,
c'est-à-dire avec des machines qui sont capables de faire de 700 à 800 colis à l'heure, sur des procédés de réduction de hauteur également, comme le disait Vincent Gouet, sur un produit sur lequel nous sommes en compétition. Ça représente une part significative du marché, mais on a également des clients. Alors là, sur ces applications-là, d'une manière générale, ce que l'on dit, c'est moins de 2000 cartons par jour. Ces machines-là ne sont pas pertinentes en termes de retour d'investissement. C'est pour ça que nous avons développé un nouveau produit de réduction de hauteur qui s'appelle eCube. L'autre produit à haute cadence s'appelle ePack. Donc eCube est dédié plutôt sur des applications à plus faible volume et donc avec un produit qui est également dit d'entrée de gamme, donc un peu moins cher quand même que les produits à haute cadence. Très brièvement, comment ça fonctionne une machine donc, pour le e-commerce avec donc pour rabaisser la hauteur d'un carton, très simplement? Alors, en termes de machine, donc au début d'une préparation de commande, on va former un carton. Hein, c'est-à-dire que nous, on est dans le concept qui est le même que celui de Savoie, de préparer la commande d'une manière générale dans le carton. Hein. Donc au début, on va former un carton. C'est ce carton qui va circuler sur les lignes de préparation de commande dans lesquelles vont être mis les produits. Mais comme on ne sait pas déterminer a priori la taille du carton, il va y avoir du vide. Donc on va soit chercher à protéger les produits, les caler sans réduire. On a un produit pour ça qui s'appelle Ultipack. Soit aujourd'hui dans le e-commerce, l'application la plus pertinente est de réduire le colis à la hauteur du contenu. Pour notre application, on va détecter la hauteur du contenu dans le carton. Nous allons plier le carton, c'est-à-dire marquer le carton avant, le plier à la hauteur du carton et ensuite mettre une coiffe collée de la même manière que la fin du procédé qui vous a été décrit précédemment. D'accord, et tout ça de façon automatisée avec des capteurs qui mesurent la hauteur du produit et qui ensuite vont travailler de façon automatique, quoi. Absolument, de façon automatique avec encore une fois sur ePack avec une cadence qui est de jusqu'à 17 coups par minute sur des petits emballages et sur eCube sur des cadences de 8 à 10 coups minute. D'accord. Alors, Chantal Ledoux, donc vous êtes opérateur sur le marché des convoyeurs, donc tout ce qui est manutention, transport, vous ne faites pas la partie emballage, packing. Ce qui est intéressant, c'est que donc, dans le e-commerce, ce sont des secteurs en très forte croissance, avec des besoins qui varient beaucoup. Donc on va acheter, on va investir dans un équipement, et puis peut-être dans 12 mois, on va peut-être avoir un besoin qui va doubler. Donc la modularité, hein, la question est là. Comment donc vous répondez à cette demande du marché? Alors, effectivement, toute notre réflexion, ça avait été sur la modularité et comment faire pour que, à chaque fois qu'on veut modifier des installations de préparation de commande, on n'ait pas besoin, enfin, on n'ait pas de surcoût, on n'ait pas de coût ajouté au coût naturel d'un investissement. Et on s'est posé la question de savoir pourquoi il y avait des coûts, pourquoi c'était compliqué. Pourquoi à chaque fois nos clients nous disaient mais les modifications ça coûte très cher et pourquoi à chaque fois qu'on essayait de démonter une installation pour la réinstaller dans un autre site, parce que ça c'est une problématique courante en fait du e-commerce qui va grossir et au fur et à mesure de la croissance va avoir besoin de déménager, de changer de site pour passer de 2000 à 5000, puis à 10 000, puis à 20 000. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas démonter une installation et la remonter sans qu'il y ait un bilan économique correct? C'est-à-dire que ça coûte aussi cher, pour être bref, ça coûte aussi cher de reconstruire à neuf que de démonter une installation et la remonter. Et donc on s'est posé la question, pourquoi c'est compliqué, pourquoi c'est cher? Et on s'est aperçu que quand on fait l'analyse du coût d'un projet de mécanisation, il y a plus de 40%, précisément dans les calculs qu'on a fait, c'était 43%. Il y a plus de 40% du coût qui sont de l'immatériel, qui sont la pose sur place, le montage, le câblage de tous les capteurs actionneurs, la programmation, les tests, la mise en route. Tout ça, ça coûte assez cher en fait. Ça coûte 40% du coût. Et à chaque fois qu'on y touche, à chaque fois qu'on fait une modification, on détruit une partie de ces 40% sur la partie qu'on va toucher. Et quand on démonte, on détruit tous les 40% sur la partie qu'on a touchée, sur l'ensemble de l'installation. Et on s'est dit, comment faire pour ne pas perdre ça?
Et donc l'idée, c'était d'intégrer ça directement dans une fabrication atelier, c'est-à-dire de faire des modules qui soient directement câblés, équipés d'informatique, programmés et qu'on amène sur un site pour qu'il n'y ait plus qu'à les poser, qu'à les fixer au sol et qu'à raccorder des connecteurs. On est arrivé à cette solution-là. Donc on est arrivé à cette solution-là en déportant les modes de contrôle, c'est-à-dire en abandonnant le mode de contrôle centralisé, en abandonnant l'automate programmable et en mettant des cartes électroniques de commande sur chacun des modules. Alors ça paraît peut-être scientifique ou peut-être rêveur, mais ça ne l'est pas du tout. En fait, quand vous regardez comment ça se passe, comment se passe du contrôle commande d'habitude, c'est beaucoup plus simple de faire du contrôle commande décentralisé que de faire du contrôle centralisé. Alors, je prends souvent l'exemple des voitures sur la route. Quand on a des voitures sur la route, on a normalement une intelligence à l'intérieur. On espère en général plus ou moins modérée, mais on a une intelligence à l'intérieur. Et il n'y a pas un espèce de système central qui va dire à la voiture ralentis parce que quelqu'un ralentit devant. C'est son intelligence locale qui le fait, ça. Après, elle peut avoir d'autres informations pour savoir si elle tourne à gauche ou à droite, etc. Mais pour rouler en ligne droite, elle n'a pas du tout besoin d'un système centralisé. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a fait des modules, chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Et bon, c'est un principe de programmation sur la base des agents intelligents, hein, c'est la programmation, disons, objet, c'est des tendances de l'informatique qui de toute façon, qu'on n'a pas inventé, hein, qu'on a appliqué. Et ça nous permet d'avoir quelque chose qui est extrêmement simple parce que programmer un module droit qui doit juste avancer tout droit, c'est un programme qui est d'une simplicité évidente. Donc vos convoyeurs sont comme un jeu de Lego qu'on peut démonter, remonter. C'est exactement comme le train électrique ou le Lego en fait, c'est-à-dire que vous avez des tronçons, vous les positionnez les uns à côté des autres et vous les connectez une fois que vous les avez positionnés. Et votre installation est en fonctionnement, puisque en fait, les différents éléments communiquent entre eux. En fait, le cœur du système, c'est un réseau qu'on a développé qui permet à tous les éléments de communiquer rapidement entre eux, à des cadences qui sont suffisantes pour pouvoir se permettre. Quand on a une interrogation, par exemple, sur un carrefour, qu'est-ce que je dois faire de mon colis qui est là? Est-ce que je l'envoie sur la voie de tri 1 ou la voie de tri 2? Il faut que la réponse soit immédiate sur une cadence à 3000 cartons à l'heure. Et c'est ce qu'on a fait, voilà. Alors, Julien Desplat, donc vous êtes un client de Boa Concept, vous avez investi dans ce matériel. Alors, on rappelle Oscaro.com, vous faites de la pièce détachée automobile, hein, et vous en expédiez, vous allez nous dire combien. Alors, déjà, qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi vous avez choisi cette solution donc, modulaire? Qu'est-ce que ça vous apporte dans le cadre de votre activité? Juste avant ça, il faut voir que le e-commerce aujourd'hui, à la fin, il y a un client, et que le client va demander, quoi qu'il arrive, d'expédier vite, dans les bonnes quantités, et de recevoir son produit de façon intègre. Et tous les participants qui sont là aujourd'hui nous perdent. Et attends, ils n'y peuvent pas grand-chose, mais tout le reste, ils doivent nous aider. Et tous les participants aujourd'hui sont là pour nous aider. Et l'avis que vous avez présenté, c'est exactement ça. On a commencé avec une variation qu'on connaît encore aujourd'hui de l'ordre de plus de 20%. Et il nous faut, en termes de logistique, arriver à avoir 6 mois à peu près d'avance pour pouvoir continuer à savoir gérer nos flux par rapport au marketing, par rapport à l'exploitation et à l'évolution que la société va connaître. Donc aujourd'hui, Oscaro.com, c'est 400 000 références sur le site. On expédie entre 22 000 à 25 000 colis par jour, à peu près 20 000 commandes. Et Boa nous a aidés. Donc nous, on est parti sur le concept inverse, c'est qu'on avait besoin de mécanisation des cartons. Vous avez représenté ça, c'est exactement ça. On a entre 7 et 8 formats de carton. On a fait le choix d'abord, avant le choix des machines, le choix de produire plus vite et d'augmenter notre capacité de production. Pas forcément augmenter, enfin, en étant obligé de répondre à notre demande. Donc Boa Concept nous a aidés et aujourd'hui nous aide encore, puisqu'on a monté en août l'année dernière une ligne, donc août 2013, une ligne qu'on a modifiée en août 2014 pour pouvoir la rendre encore plus active. Et ce que présentait Chantal, elle a complètement raison, c'est que le besoin, c'est de s'adapter en permanence à l'utilisateur en arrêtant de toujours démonter. Donc, j'ai travaillé pendant très longtemps avec des lignes Savoie qui marchent très bien et avec du PAC 600. Le concept est un automate central et l'automate central vous force à casser dès que vous voulez changer une modularité.
BOA aujourd'hui nous permet de faire ça. Donc on a monté l'année dernière, combien de mètres de convoyeur, Chantal ? 850 mètres qu'on a réadapté cette année, où on a changé toute la partie expédition, puisqu'il faut répondre et arriver à répondre au délai que nous impose aujourd'hui le client. Donc c'était notre première étape. La deuxième étape de notre concept, c'était de moderniser la partie emballage et la partie façonnage des cartons. Donc on a choisi un prestataire, partenaire de BOA Concept, qui est E3 Neo, pour la partie façonnage de carton et adaptation du volume du carton au produit. Et vous avez des produits de taille très différentes ? On a des produits, on a 400 000 références et on fait de la rondelle. Le plus petit, c'est une rondelle qui pèse quelques grammes et le plus gros, c'est un pot d'échappement. Donc on est obligé aujourd'hui, avec un poids moyen de nos expéditions qui tourne aux alentours de 3,5 kg, mais un écart type qui est monstrueux. D'accord. Et tout ça avec combien de cartons, vous avez dit ? À peu près 25 000 par jour. Non, mais aujourd'hui, on en avait 7, oui. Et on est dans la phase que vous avez présentée tout à l'heure, où on commence à rationaliser nos nombres de cartons. On va en avoir... l'approche est exacte, hein, on a à peu près entre 55, nous on est un peu moins, on est entre 50 et 60%, qui sera exactement 58%, qui sera sur un seul format de carton, où après on va l'adapter, etc. Mais on a pour ça 2 types de base carton, qui va nous permettre de faire la totalité, enfin à peu près 60% des flux. D'accord. Alors je repartirai là-dessus avec Christian Hainaut, parce qu'un vrai problème que se posent souvent les clients finaux, c'est une question un peu aussi d'environnement. C'est que souvent, quand on achète sur Internet, on reçoit un énorme carton avec un tout petit produit qui est à l'intérieur, c'est le cas. Comment est-ce que vous prenez en compte cette problématique et comment on essaie d'éviter justement que le consommateur perçoive un mauvais message finalement de son fournisseur? Bon, alors, je crois que la première chose, c'est que c'est quand même de moins en moins vrai qu'on reçoive sur Internet des grands cartons avec des petits articles. Fort heureusement, la profession a trouvé quelques moyens. Il y en a quelques-uns autour de la table. Je reviendrai un petit peu sur cette démarche là, qui a été décrite 2 fois, qui est cette notion de consolidation des formats. Alors bien évidemment, lorsqu'on parle d'Oscaro ou lorsqu'on parle de sociétés qui envoient des produits électroménagers, ça peut aussi aller du frigidaire au robot. D'une manière générale, on va se concentrer sur les flux qui permettent de passer sur 1, 2, 3 formats. Nous avons aujourd'hui 140 clients différents dans le monde. Nous n'avons qu'une seule application sur laquelle il y a 3 formats. Donc déjà, ça veut dire que d'une manière générale, une bonne consolidation des formats peut permettre de descendre à 2. Alors bon, on tombera peut-être sur des applications ensuite encore plus volumiques sur lesquelles il y a plus de formats, mais il faut être clair, on sait redescendre sur un nombre de formats limité. Et ensuite, le fait que l'on ait un carton de taille adaptée se fait par la réduction de hauteur. Alors on pourrait continuer à essayer de faire un peu de prospective et de dire, on pourrait, après avoir diminué la hauteur, on pourrait diminuer une des 2 autres dimensions, puis la 3e dimension. Je pense que tout le monde autour de la table y pense, mais les solutions ne sont pas encore là. D'accord. Alors, un point important aussi est celui qu'il existe, enfin moi je suis journaliste donc je vois ça un peu de l'extérieur, je trouve qu'il existe un vrai savoir-faire français dans matière de packing, d'emballage pour le e-commerce. D'ailleurs vous êtes chez Savoie très, très, très présent à l'étranger, B+, également, vous avez je crois une part importante de votre chiffre d'affaires dans des pays très lointains jusqu'au Japon. À votre avis, comment est-ce facile déjà d'exporter ce savoir-faire et comment faudrait-il faire sinon pour mieux se faire, comment valoriser ces produits à l'étranger? Alors, du côté de Savoie, on déploie évidemment, vous l'avez dit, des machines d'emballage, donc de réduction de hauteur. On déploie aussi un système de convoyeur en intelligence déportée à base de modules aussi standardisés. Ça fait plus de 2 ans qu'on déploie sur un peu plus de 40 sites aujourd'hui cette technologie-là.
avec des sites qui ont déjà évolué plusieurs fois. Et on amène aussi une autre solution sur l'avenir du e-commerce, qui sont les systèmes goods to person, donc des systèmes très automatisés qui amènent les charges, les références à l'opérateur, qui vont permettre aux e-commerçants en fait, de ne plus se soucier en fait, de la variabilité des classes de rotation des références. Il n'aura plus à gérer en fait, son stock qui sera géré en automatique. Donc ça donne beaucoup de souplesse en fait, sur l'utilisation. Et ça, c'est des choses qu'on nous demande, voilà, avoir de la visibilité sur l'automatisation du futur. Vous êtes présent à l'étranger dans quelle mesure en fait? Votre chiffre d'affaires à l'export, c'est combien? C'est aujourd'hui plus de la moitié du chiffre d'affaires de Savoie qui est réalisé à l'export. On a une filiale, je vous l'ai dit tout à l'heure, aux États-Unis, Retrotech. On a ouvert récemment en fait, une filiale en Russie, au Maroc, aux Pays-Bas. Donc on s'exporte vraiment, on exporte ce savoir-faire français au travers d'un ensemble de produits et de solutions surtout, qui vont de la machine d'emballage, le convoyage, les systèmes automatisés, mais aussi tout le système d'information, la gestion intralogistique et aujourd'hui l'OMS, voilà, qui est l'Order Management System qui va orchestrer les flux de toute la supply chain. D'accord. Monsieur Hainaut, on parle de la même façon à un client japonais qu'à un client français? Parce que je sais que vous êtes vraiment très loin jusqu'au Japon, je crois qu'on avait parlé une fois. Comment, voilà, c'est facile de vendre un peu une machine à des gens qui sont aussi loin? Comment ça se passe? Alors, effectivement, au niveau de B+, on fait maintenant 75% de notre chiffre d'affaires à l'export. Pour faire un petit cocorico français, y compris loin de la France, lorsque l'on est sur un projet, souvent notre principal compétiteur est également français. Donc il y a un vrai savoir-faire là-dedans. Je crois qu'il a été, il faut être clair, initié par Savoie, parce que depuis très longtemps, l'automatisation de la préparation de commandes en France a été poussée en avant. Et du coup, il y a un vrai savoir-faire et on arrive à l'exporter, je dirais, assez facilement. Parle-t-on différemment à un client japonais, américain, allemand ou français? Sur la base, non. C'est à peu près le même discours. La seule chose, c'est que nous avons, avec l'export, énormément progressé, alors en commerce certainement, mais en technique, en fiabilité des machines. Ce sont des clients qui sont très, très, très exigeants et qui nous ont fait faire un pas en avant, je dirais, au-delà même de ce que nous avons fait grâce à l'Allemagne. D'accord. Monsieur Desplat, et vous qui êtes utilisateur, donc comment se développe un processus de choix et d'achat? Quand est-ce qu'on décide, voilà, tiens, en raison de mes volumes, là, j'ai besoin d'automatiser, et quelle technologie je dois choisir? Pouvez-vous nous expliquer comment ça se passe chez un utilisateur? Alors, chez un utilisateur, le choix, enfin, en tout cas chez nous, c'est simple, c'est quand on n'arrivait plus à le faire et que ça allait trop vite. Je vous ai dit qu'il me fallait à peu près 6 mois, il fallait aussi à ma direction 6 mois de visibilité. Et il y a un moment où j'allais plus savoir faire avec des hommes. On a aujourd'hui. Au départ, il y a l'homme. Ah, au départ, il y a forcément l'homme. Quoi qu'il arrive, quand on commence, et vous l'avez bien dit, au départ, c'est de la manutention humaine. On a encore aujourd'hui à peu près 300 personnes qui travaillent sur le site. Ces 300 personnes, elles sont là, elles étaient là il y a 2 ans et elles sont toujours là aujourd'hui. On a juste pallié l'augmentation des 20% grâce à la machine. Mais au départ, l'investissement pour un e-commerçant, quand il démarre, l'investissement est, quoi qu'il se passe, assez lourd. Donc on choisit d'abord la flexibilité grâce à l'homme. Et une fois qu'on a fait le tour, on n'arrive plus avec l'homme, ou alors il faut en rajouter énormément, et là on a un vrai coût et social et au niveau du risque, on est obligé de se tourner vers la machine. Donc nous, on a fait ça en 2 étapes. La première étape, c'était l'étape de l'année dernière avec la partie mécanisation physique, automatisation du transfert et de l'acheminement des colis. Et la deuxième étape qu'on est en train de vivre, là, j'étais en Suède hier pour aller chercher ma machine, on travaille sur le carton pour diminuer les coûts de consommables, satisfaire le client par rapport au volume, parce qu'on est complètement d'accord de recevoir un grand colis avec une petite pièce. Aujourd'hui, c'est plus acceptable, ni sur le point de vue écologique, ni sur le point de vue de transport.
et diminuer les coûts de transport, puisque moins on va avoir de volume, plus on va pouvoir négocier avec les transporteurs. Donc c'est vraiment cette étape, ces 3 étapes-là qui nous font aller en avant et qui vont continuer à nous faire aller en avant. D'accord. J'ai une petite question en termes là de packaging pur. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire plus, on peut faire mieux vraiment en termes d'emballage, c'est-à-dire que ce soit une enveloppe qu'on reçoit chez soi, que ce soit un petit colis. Est-ce que c'est vrai que c'est souvent très basique. Et à la limite, un mode d'emploi, une facture souvent. À votre avis, qu'est-ce qui serait souhaitable ou qu'est-ce que vous, en tant que fournisseur, aimeriez faire et comment ça pourrait être mis en œuvre avec des machines, tout ça? Vous l'avez présenté complètement. Pour l'instant, on s'occupe de la hauteur. Il va falloir s'occuper de la largeur très vite et de la longueur pour qu'on ait vraiment la pièce et l'emballage qui colle à la pièce. Aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. Vous y travaillez tous, hein, et nous, on est demandeurs par rapport à ça, puisque la logique va vouloir que, au-delà des problèmes de palettisation que ça va engendrer après, puisque c'est quand même facile et c'est plus agréable d'avoir largeur et longueur à la même structure, comme ça on palettise mieux quand on fait monter nos palettes, ça complexifiera un petit peu le process d'avoir des largeurs et des longueurs et des hauteurs différentes, mais il va falloir y arriver pour que le client ait l'impression d'avoir un clé en main, quoi. À la sortie, que ce soit un mono ou un multi, qui ait plus de surface vide. Donc vous y travaillez bien avec des systèmes de calage un petit peu différents sur la partie pour coller à la hauteur, mais la solution finale, ça sera vraiment la largeur et la longueur du produit. D'accord. Chantal Ledoux, on va changer un peu de sujet. Je veux revenir sur l'export parce que vous êtes une très jeune entreprise. Vous avez 2 ans d'existence, je crois. Et vous n'êtes pas encore en tout cas présente à l'export. On en discutait il y a pas longtemps. Comment justement, vu le potentiel que représente le marché à l'étranger, vu les capacités et le savoir-faire français, comment on met en place une stratégie à l'export pour une entreprise comme la vôtre? Alors, nous, la stratégie qu'on a à l'export, elle est double. Il y a d'une part un export que je pourrais appeler un peu plus domestique, c'est-à-dire plus proche de chez nous, sur lequel on est capable d'intervenir en direct comme si on était en France, puisqu'en fait, on a l'avantage d'avoir un produit qui s'installe très rapidement. On fait des installations de systèmes, en système complet de 400 mètres, on le monte et on le met en route en moins de 2 semaines. Donc on a des temps d'intervention qui sont très courts, un système qui n'a pas besoin qu'on réintervienne derrière, c'est-à-dire qui est extrêmement fiable par sa nature en fait, hein. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais par sa nature il est extrêmement fiable. On n'a pas de panne, on n'a pas d'intervention à faire sur site, donc il est très facile à exporter sur des zones proches, on va dire. Après, on est en train d'étudier effectivement notre stratégie export sur d'autres continents. Et là, on ne va pas travailler de la même façon, effectivement, puisque il y a aussi des problèmes de taxes d'importation, il y a des problèmes de transport, il y a un certain nombre, il y a des problèmes d'agrément. Et donc, on est en train plutôt de rechercher des partenaires fabricants, intégrateurs, sur d'autres continents. Donc, en particulier, on a lancé une étude sur le Brésil, on en avait parlé. On travaille aussi sur le continent nord-américain. On est en train d'analyser aussi comment y aller. Et puis, on commence à s'intéresser un peu au Japon, et au continent asiatique, mais essentiellement côté Japon, en fait. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais aborder avec Christian Hainaut la question de l'avenir, des technologies. Le e-commerce, on a vu, c'est des taux de croissance énormes, pour certains 30-40%. C'est un marché qui est en progression continue. Comment, et c'est vrai on est toujours sur des emballages en carton bien calés, on essaye de réduire leur volume. Vous êtes un technicien, comment voyez-vous l'évolution en termes d'automatisation d'emballage et même de matériaux? Est-ce que d'ici 5-10 ans, vous prévoyez des évolutions et si oui, lesquelles? Alors, en termes de matériaux, on ne voit pas aujourd'hui d'évolution poindre le nez. Je crois qu'on est sur le carton. Il y a beaucoup de définitions de carton. Les cartons évoluent. Les cartonniers font beaucoup d'efforts pour faire évoluer les cartons. Moi, j'aurais tendance à dire que malgré tout, aujourd'hui, c'est vraisemblablement un des matériaux les plus adaptés.
Ensuite, en termes je dirais en termes de marché pour le e-commerce, on parlait de l'évolution tout à l'heure, c'est-à-dire d'être capable de suivre l'évolution d'un e-commerçant. C'est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup. C'est en ce sens que nous avons développé un produit d'entrée de gamme pour lequel les e-commerçants peuvent nous passer commande à partir de 400-500 cartons par jour. Et ensuite, pouvoir faire évoluer, c'est-à-dire dire à un commerçant, lorsque vous serez à 1000, 1500, 2000, 3000 cartons par jour, on vous reprendra les premières machines et on vous en donnera des nouvelles. Vraiment faire évoluer de façon à pouvoir s'adapter, parce qu'il y a beaucoup de gros e-commerçants, mais il y a beaucoup également de petits e-commerçants qui démarrent, et c'est un point important. Ensuite, s'adapter à tout ce qui est le métier de la logistique, parce qu'un certain nombre de e-commerçants font appel à des logisticiens pour faire leur préparation de commandes. Donc, travailler pour s'adapter aux logisticiens, pouvoir personnaliser les colis en fonction du client, parce qu'un logisticien peut, comme ça, traiter plusieurs clients sur une même ligne. Donc ça, c'est un point important également. Je vous ai dit, bien sûr, une évolution rêvée qui serait de pouvoir travailler dans les 3 dimensions. Alors, disons tout simplement que c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui, mais pas du tout avec les mêmes productivités que la productivité que nous pouvons adresser avec nos machines automatiques. Hein. Donc ça, c'est une évolution à faire. Moi, j'ai tendance à dire après, une évolution certaine. Vous parliez tout à l'heure de la notion il y a encore de l'humain, et notamment pour faire du picking. Je crois que si une évolution future, mais dans un futur qui me semble relativement proche, sera de faire du picking automatisé, c'est-à-dire de pouvoir effectivement continuer à croître sans continuer à recruter, de façon à limiter les coûts opérationnels. D'accord, merci. Et ce que Vincent Gouet peut-être peut nous dire aussi, quel est le point de vue de sa voix sur l'évolution. J'avais discuté avec l'un de vos collègues il y a l'année dernière, je crois, on en avait parlé, et il m'avait dit on doit apporter un service aux consommateurs, c'est-à-dire faire plus nous en tant que fournisseurs d'équipements, pour que l'emballage que le consommateur va recevoir à son domicile soit un emballage satisfaisant de plein de points de vue. Quelle est votre vision là-dessus et qu'est-ce que vous pouvez apporter? Alors, on a déployé là chez plusieurs e-commerçants, en fait, justement, cette notion de service. C'est l'emballage, en fait, et le contact direct avec l'entreprise qui fournit ce bien de consommation. Donc, on a évolué vers des solutions de carton coffret, notamment dans des e-commerçants plutôt sur des produits dits de luxe, ou alors des e-commerçants qui passent au travers de comptoirs, hein, de click and collect, où on va ouvrir ce carton devant le client final. Donc on a une notion de coffret, et ce coffret permet d'avoir aussi un message personnalisé, comme disait Christian tout à l'heure, à l'intérieur. Donc on va ouvrir ce coffret et retrouver un message personnalisé pour le client final. Donc au travers d'un tag ou d'une écriture. Mais on peut personnaliser, en fait, l'évolution va vers la personnalisation de ce support. Ça devient un support de vente aussi. Donc, je vous en prie. Chantal Ledoux veut ajouter quelque chose. Oui, je voulais juste ajouter sur les emballages. En fait, on a aussi toute la série des emballages hors carton. Qu'il faut pas oublier de citer quand on parle de e-commerce, en fait, hein, c'est-à-dire on sait aussi envoyer dans des sacs. Alors il y a beaucoup pour l'instant de préparation de colis qui se font manuellement, la mise dans les sacs. Par contre, il y a des machines qui font des espèces de paquets de type ravioli, par exemple, d'accord, pour automatiser la mise en sac. Donc c'est un petit peu, bon, de temps en temps, ça peut être une alternative quand le produit s'y prête. C'est-à-dire quand le produit n'est pas fragile, ça convient pour des vêtements, etc. Et c'est pour ça que nous, on a développé effectivement une gamme de convoyeurs qui soit adaptée aussi au transport de ces charges-là, qui sont très spéciales, qui sont molles et qui sont mal transportées, pas aussi bien transportées que des cartons, parce que c'est aussi une part du e-commerce qui en a besoin. Oui. Et Julien Desplat, on va terminer par vous. Vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Donc, vous êtes constamment dans ces problématiques. Quel serait l'idéal pour vraiment faire plaisir à votre client final? Il faut savoir que le carton ou l'emballage qui va arriver à destination, ça va être la vitrine quand même de la société qui expédie, parce qu'on n'a pas de contact avec nos clients, ils ont le site internet, et la seule chose qu'ils voient, c'est notre colis qui arrive, ils l'ouvrent, et là, ils ont leur produit. Donc il faut que ces cartons
ou ces emballages divers soient aussi à l'image de la qualité qu'on veut leur apporter. Et aujourd'hui, sur le marché, on arrive à trouver, fort heureusement pour nous, hein, une panoplie assez vaste d'opérateurs qui nous permettent d'avoir ce point de vue qualitatif pour le client. Mais au fur et à mesure de la demande, parce que le client, quand même, quoi qu'il arrive, le client final devient de plus en plus exigeant. Avant, il avait des cartons, il était content d'avoir un carton, même s'il y avait du vide à l'intérieur, il était content d'avoir ça. Aujourd'hui, il accepte plus de vide et il accepte plus aucun déchet et aucune non-qualité. Vous avez eu des retours sur cette problématique des emballages vides ou à moitié pleins, où on dit ça comme on veut? Aujourd'hui, on en a tous les jours et c'est pour ça qu'on s'est retourné et par rapport à la nature de nos produits qui sont très hétérogènes et par rapport au fait qu'on expédie aussi encore un peu de vide, on est obligé de s'orienter vers ça. Mais c'est vraiment des étapes. Vous disiez tout à l'heure que l'évolution est importante. Aujourd'hui, ces machines, on en trouve très peu d'occasions. Donc c'est vraiment la partie de vie d'une entreprise. Il faut aussi avoir les moyens pour un e-commerçant de se payer une machine. Donc vous faites des machines un peu moins chères, tant mieux. Tant mieux, mais avant une taille assez forte, on ne peut pas se permettre de payer une machine. Quand vous disiez 2000 à 2500 colis, à 2000 colis, aujourd'hui, on ne peut pas mettre plusieurs dizaines ou voire centaines de cas euros sur la table parce qu'on a d'autres projets, on a d'autres investissements à avoir. Donc c'est aussi cette problématique de machines d'occasion qui aujourd'hui est réelle. Il n'y en a pas. Clairement, il n'y en a pas. Enfin, il y en avait chez Savoie, il y avait encore des convoyeurs, il y a du PAC 600, mais le PAC 600 aujourd'hui est plus à la hauteur. Enfin, en tout cas, pour un e-commerçant, c'est plus notre besoin. Et la machine qui mettra en œuvre des emballages tridimensionnels aux dimensions du produit pour des coûts acceptables, vous y croyez? C'est possible d'ici 5 ans? Ah, j'ai pas du tout la prétention de le savoir. Les ingénieurs sont de l'autre côté de la table et à côté de moi. Moi, ce qui est sûr, c'est que le jour où ça arrivera, on l'utilisera sûrement parce qu'on a ce besoin et on a ce besoin pour le client et pour le transporteur puisque malgré tout, les coûts de transport représentent pour un commerçant aussi un impact assez fort. Très bien. Merci à tous. On va arrêter là. Donc, merci d'avoir participé à cette table ronde.